première idée reçue, qui est assez fréquente finalement, c'est si je bénéficie d'un traitement pharmacologique, eh bien je n'ai plus besoin de faire d'activité physique. Effectivement, souvent, à partir du moment où on a nos petites pilules, eh bien on se sent protégé, je ne vais pas dire tout puissant, mais à minima très bien protégé. Est-ce que c'est le cas? Eh bien, pour l'illustrer, on va prendre un exemple pratique. On va prendre l'exemple de l'hypertension. Alors, est-ce que tu peux passer la diapo suivante, s'il te plaît? Donc, l'hypertension, bon, parce que c'est une maladie, bien sûr, qui concerne un grand nombre de personnes en France. Alors, qu'est-ce que l'hypertension déjà? Pour bien la comprendre, on va simplement assimiler nos artères à un tuyau et le sang qui circule dans ces artères à un liquide. Et on va pouvoir donc faire la comparaison entre les deux. La pression artérielle, c'est tout simplement la pression qui est exercée par le sang, donc par le liquide qui circule à l'intérieur du tuyau, sur les parois de ce tuyau. Et cette pression artérielle, elle dépend de deux grands paramètres, qui sont d'abord la qualité du tuyau. Effectivement, si on a un petit peu de plaques athéromateuses, eh bien sur l'intérieur du tuyau, le liquide va circuler un peu moins bien. Et la particularité aussi des artères, c'est que contrairement à un tuyau qu'on a dans notre cuisine ou dans notre salle de bain, elle est entourée de muscles qui vont pouvoir agir sur ces artères pour modifier son diamètre. Et quand on est stressé, par exemple, ces muscles peuvent être un peu plus contractés et du coup diminuer le diamètre de l'artère. Donc vous voyez que la qualité du tuyau est un des paramètres. Et l'autre paramètre, eh bien, ça va être la quantité de liquide qui circule dans ce tuyau. Il suffit par exemple que l'on mange un peu trop salé de façon chronique, donc tous les jours, eh bien, quelle va être la réaction de l'organisme? Ça va être de retenir de l'eau et on va avoir un peu plus de sang, donc plus de liquide qui circule, donc une pression qui augmente un peu plus sur le tuyau. Donc là, ça peut être la cause, ça peut être l'alimentation, ça peut être aussi certaines maladies rénales, par exemple, ou des maladies héréditaires. À partir de là, eh bien, quand considère-t-on qu'on souffre d'hypertension? Comme vous voyez sur le diapo à droite, il y a différentes catégories. On peut avoir une pression artérielle normale, normale haute, ou être considéré comme hypertendu. Et vous voyez qu'il y a différents stades. Il y a 3 stades en Europe, 2 aux États-Unis. Donc on est hypertendu à partir du moment où notre pression artérielle systolique est supérieure à 140 mm de mercure, ou notre pression artérielle diastolique supérieure à 90 mm de mercure. Diapo suivante, s'il te plaît. À partir de là, que va faire le médecin quand vous allez le consulter parce que vous sentez bien qu'il y a des petits soucis au niveau de la pression artérielle? Il va bien sûr mesurer votre pression artérielle et établir votre profil tensionnel, c'est-à-dire regarder dans quelle catégorie vous vous trouvez. Et ensuite, c'est toute la partie à droite du tableau, en fonction de votre groupe, il va choisir soit une modification des habitudes de vie en première intention, c'est le cas quand vous êtes du groupe A, 0 facteur de risque, B, un facteur de risque. Ce facteur de risque, ça peut être la sédentarité, l'inactivité physique, l'alimentation, le surpoids, le tabac, etc. Ou alors, si vous êtes dans le groupe C, par exemple, ou vous êtes hypertendu de stade 2 ou de stade 3, il va utiliser en première intention un traitement à base de médicaments. Il dispose pour cela d'un certain nombre de molécules qui vont jouer soit sur la quantité de liquide qui circule dans le tuyau, soit sur la qualité du tuyau, le diamètre du tuyau. Alors ces traitements sont-ils efficaces? Diapositive suivante. Dans cette étude qui a été réalisée en France, on voit chez les hommes à gauche et chez les femmes à droite, en 2006 et en 2015, la proportion d'individus qui souffrent d'hypertension et qui ne sont pas traités. C'est le bleu foncé, on voit que c'est déjà une personne hypertendue sur 2. Tous les autres bénéficient d'un traitement. Et ce que vous montre cette figure, c'est sur ceux qui bénéficient d'un traitement, quels sont ceux chez qui on réussit à contrôler la pression artérielle et quels sont ceux chez qui le traitement finalement n'est pas efficace. Et vous voyez qu'en gros, ces traitements, ils sont efficaces chez 2 hommes sur 3 et une femme sur 3. Un peu moins chez les femmes. Pourquoi? Parce que souvent, les molécules ont été développées sur des modèles masculins, soit des rats plutôt que de rats, soit des hommes plutôt que des femmes. Donc vous voyez que les traitements, finalement, ils ne sont pas si efficaces que ça. En moyenne, un individu sur 2, avec quand même plutôt 2 hommes sur 3 ou une femme sur 3. Diapositive suivante. À partir de là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, certes, si vous bénéficiez d'un traitement à base de médicaments, vous pouvez vous attendre à ce qu'il y ait un impact sur votre pression artérielle, mais qui ne sera peut-être pas si important que ça.
À partir de là, il faut absolument le combiner avec d'autres habitudes de vie ou avec des habitudes de vie qui peuvent avoir un impact sur cette pression artérielle. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Alors, régime, j'aurais plutôt dû mettre alimentation. Donc, une alimentation plus riche en végétaux, un peu plus faible en graisse. En moyenne, on peut s'attendre à une diminution de 5 mm de mercure. L'activité physique, en moyenne, on peut s'attendre à une diminution de 4,6 mm de mercure. Bon, dans certaines conditions, ça peut être beaucoup plus, on pourrait y revenir, 10 à 15 mm de mercure. L'alcool, le sodium, la gestion du stress. Gestion du stress, on peut s'attendre à 3 mm de mercure de bénéfice. Donc on voit que ces habitudes de vie, elles peuvent avoir un impact très bien établi sur la pression artérielle. Diapositive suivante, et dernière diapo. Chacune de ces habitudes seules a un impact. Et dans cette étude d'Agneta Eikeson, une collègue suédoise qui a fait un suivi de cohorte sur plusieurs années, 14 ans de mémoire, sur plusieurs dizaines de milliers de personnes, et leur regarder la relation qu'il y avait entre les habitudes de vie et le risque d'infarctus du myocarde. Ce qu'elle a constaté, c'est que quand on a une seule habitude de vie favorable pour la santé, le risque relatif, qui est à droite, et ce sont les petits traits qui sont en haut, eh bien, il diminue. Si j'ajoute une deuxième habitude favorable, il diminue à nouveau. Et si je suis capable de cumuler les 5 habitudes de vie que j'ai présentées dans le tableau, eh bien, vous voyez que le risque relatif de souffrir, par exemple, d'infarctus du myocarde, il est diminué de 90%, quasiment. Donc, le traitement pharmacologique, c'est une première option dans certains cas, mais ça ne suffit pas. Il faut absolument y associer les habitudes de vie